nos chances de succès sont beaucoup plus grandes si on se concentre que si on s'éparpille. D'attaquer le secteur B2C, ça aurait été une décision à prendre au début, mais pas où est-ce qu'on est rendu dans l'aventure. Aujourd'hui, à Éclair de génie, je reçois M. Nicolas Morancy, président de l'entreprise Prévu 3D. Dans cette nouvelle ère de la technologie, les industries manufacturières sont encouragées par le gouvernement québécois de se tourner vers l'industrie 4.0 et à la nécessité de se plier aux exigences de prévention à la COVID. Les logiciels de Prévu 3D peuvent être la solution dans l'aménagement des usines et même dans notre milieu physique. Ici Thérèse Témélis, experte en recrutement d'ingénieurs et de management en manufacturier et des technologies chez Toven International. Bonjour, comment ça va Nicolas? C'est des grosses semaines, bien occupées. Ah, c'est une bonne nouvelle ça? Oui, c'est des bons problèmes. Vous êtes ingénieur mécanique. Exact. Et vous avez utilisé des outils que vous trouviez désuets. Et là, c'est là que vous avez eu l'idée de dire « je vais changer d'industrie, ça va donner ». C'est ça, exact. J'ai eu la chance de découvrir un peu les outils 3D qui existaient dans le marché. J'ai essayé de le faire dans mes pratiques. Lorsque je suis venu le temps de présenter aux gens, il n'y avait personne qui avait le logiciel, l'ordinateur nécessaire pour travailler avec tout ça. Donc, j'ai un peu perdu mon temps. Pendant le temps des fêtes, je me suis intéressé à comprendre un peu pourquoi, dans le monde du jeu vidéo, on peut payer 200$ pour un Xbox, puis on est en mesure d'avoir accès à des mondes gigantesques de belle qualité. J'ai décidé d'apprendre par moi-même comment ça fonctionnait la programmation de jeux vidéo. Ensuite, je me suis intéressé à tout ce qui était l'aspect de la numérisation 3D. Aujourd'hui, il existe différentes façons de capturer les environnements, un peu comme on le ferait en photo ou en vidéo, mais aujourd'hui, c'est avec des outils qui le capturent en 3D. Puis je me suis intéressé à ce secteur d'activité-là, puis j'ai combiné un peu les deux ensemble. Une fois que j'ai compris que le secteur du jeu vidéo, c'était beaucoup plus accessible, je me suis intéressé à découvrir ce secteur-là. Puis ensuite, dans les usines, nous, souvent, on n'est pas des designers d'usines. Notre objectif, c'était de collaborer avec des gens de différents milieux, puis de venir intégrer les nouveaux équipements. Puis il n'y avait rien de vraiment utile pour le faire efficacement, pour que tous les gens autour de la table puissent bien comprendre le projet. Pour éviter d'avoir à aller sur site, tout prendre et les relever manuellement, tout modéliser en 3D pour ensuite se servir de ça pour communiquer puis collaborer dans les projets d'ingénierie, je me suis intéressé à la numérisation 3D. Avec ces capteurs-là, on est en mesure de venir dans l'usine une seule fois, puis de vraiment capturer la réalité en 3D, puis de se servir de ce modèle 3D-là pour venir l'augmenter par des nouveaux équipements. Fait qu'on se fait un peu comme de la réalité comme toile de fond. Puis on venait donner les outils aux ingénieurs pour facilement venir modifier les environnements existants puis ajouter des nouveaux modèles 3D dans l'espace. Mais c'est vraiment bien parce que quand j'ai vu votre logiciel, c'est génial, c'est que vous avez l'espace sur mesure et à partir de là, la machinerie, elle peut être instaurée. Et selon les mesures, oui, ça rentre de cette façon-là, mais non de cette façon-là. Donc, quand ils arrivent, ils ont déjà tout l'aspect comment placer leur machine sur le lieu. Donc, ça évite de le promener d'une place à l'autre, de figurer sur les lieux, alors que quand on l'a déjà fait en image, c'est génial, ça sauve tellement d'énergie de temps. Là. Puis, c'est vraiment là la plus grande force initiale du logiciel, c'était pour faciliter les travaux dans les projets CAPEX. Donc, dans les usines, il y a souvent des ingénieurs qui sont en charge des projets d'investissement majeurs. Puis, dans ces cas-là, il y a un processus qui est plus long. C'est des projets qui sont des plus gros investissements, mais évidemment, c'est aussi un processus décisionnel qui est plus long. Ça inclut plus de gens autour de la table. Donc, pour nous autres, j'ai essayé d'être en mesure d'aider les ingénieurs à obtenir la validation initiale de son projet, de prendre rapidement l'espace en 3D qui est son usine, puis d'y intégrer les nouveaux équipements. Mais il est en mesure de communiquer avec les employés, d'avoir leurs commentaires initiaux. Il est en mesure de communiquer avec les exécutifs pour avoir l'approbation budgétaire de son projet. C'est vraiment là, au départ, qu'on avait eu notre plus grande percée dans le marché manufacturier. C'était pour aider les ingénieurs CAPEX à mieux communiquer puis collaborer dans les projets. C'est vraiment bien pensé. Vous pouvez expliquer à l'audience, c'est quoi exactement le logiciel? Comment ils peuvent procéder avec ce logiciel-là? C'est quoi son utilité? Oui, donc aujourd'hui, on a développé un réseau de gens qui numérisent en 3D. La première étape, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui vient à l'usine, qui va capturer l'environnement en 3D. Pour faire ça, il existe différents types de capteurs selon le niveau de précision nécessaire. De plus en plus, c'est rapide. Donc, on peut parler pour une usine environ une présence sur site de 2000 pieds carrés de l'heure au niveau du temps de capture sur site. Donc, de façon assez efficace, en 2-3 jours, on peut venir capturer l'usine moyenne au Québec qui est de 40 000 pieds carrés. Une fois qu'ils ont ça, nous, on retourne au bureau avec ces données-là qui sont extrêmement massives. Les capteurs 3D, un des défis, puis la raison pour laquelle c'est moins répandu aujourd'hui de leur utilité, c'est que ça crée des données qui sont énormes. Donc, une usine de 40 000 pieds carrés, on parle de plusieurs centaines de gigabits de données. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre ces données-là,
on a créé des algorithmes de compression qui vont permettre de passer de plusieurs centaines de gigs à 1 ou 2 gigs pour un fichier exécutable. Ce qu'on vient de livrer, nous autres, aux clients, c'est le service de traitement des données. Puis en fait, c'est le logiciel exécutable qui peut être facilement partagé dans les projets d'ingénierie. La façon qu'on collabore avec les clients, c'est qu'on leur donne accès à un utilisateur payeur. Donc, grosso modo, c'est l'usine, souvent, qui va prendre à sa charge le coût de nos services. Mais le logiciel en soi peut ensuite être partagé avec l'ensemble des collaborateurs du projet. Donc, c'est un fichier exécutable qu'on reçoit sur notre ordinateur. C'est un fichier zip. On clique, aucune installation. Puis, on s'est assuré qu'on minimise les fonctionnalités du logiciel pour en maximiser la valeur. En gros, on veut s'assurer que chacun des boutons a une valeur ajoutée, puis que la personne qui est confrontée au logiciel pour la première fois a une courbe d'apprentissage de quelques minutes plutôt que d'avoir à passer une formation complexe pour vraiment pouvoir l'exploiter. On mise fort sur l'intuitivité, puis on s'assure que les fonctionnalités qui sont présentes, c'est les fonctionnalités qui seront utiles dans le cadre des projets d'ingénierie. Ça veut dire que quand il va recevoir le logiciel, l'ingénieur, juste à suivre votre démo, votre démonstration sur votre site, il devrait faire rouler le logiciel. Absolument. On a 250 clients qui ont fait des projets dans les derniers mois à travers le monde avec notre plateforme et on n'a eu absolument aucun retour sur je ne sais pas comment m'en servir. Donc, on n'a jamais eu à faire la formation de qui que ce soit pour l'utilisation du logiciel. De nos jours, c'est courir après les différentes formations pour s'assurer qu'on comprend bien les logiciels. Et quand c'est simplifié comme ça, parce que les gens aiment ça quand c'est simplifié, ça augmente l'efficacité et la rapidité. Donc, c'est clair que là, vous amenez un projet qui se commandant de peu de temps au lieu de durer des mois. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment avantageux pour les compagnies de considérer ce logiciel. Bien, ce qui est surtout intéressant, c'est que même dans les plus grandes entreprises, on a eu la chance de travailler avec des très gros joueurs. Il y a une certaine limitation à la capacité de prendre le temps d'apprendre des nouveaux logiciels. Oui. Les gens doivent faire leur travail. Je prends encore une fois l'exemple d'AutoCAD, mais pour bâtir une expertise sur le logiciel AutoCAD, ces gens-là, ils ont travaillé pendant plusieurs années pour enfin devenir à l'aise avec l'outil. C'est plus quelque chose qui est réaliste aujourd'hui. Non, C'est c'est plus ça. quelque chose qui est réaliste à demander à un ingénieur de projet senior de venir se rasseoir sur les bancs d'école pendant 1 an pour apprendre un logiciel. À quelque part, on a pris cette réalité-là des gens qui n'ont pas le temps d'apprendre. On est quand même en mesure de venir leur apporter énormément de valeur dans leur quotidien, leur projet, de façon à ce qu'ils puissent en bénéficier, sans pour autant avoir à investir tout le temps, les ordinateurs, les logiciels complexes pour traiter les données brutes qu'offrent les capteurs de scan 3D aujourd'hui. Quand vous avez créé ce logiciel-là, c'était quoi vos obstacles face à la création de ce logiciel? J'ai quitté mon entreprise dans laquelle j'ai débuté le projet pour bâtir mon entreprise. C'était ma première entreprise. Donc, il y a eu une série d'étapes difficiles pour réussir à me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui avec une belle équipe de 16 ingénieurs. À la base, je pense que le plus grand défi, c'est qu'on a attaqué un problème qui n'était pas résolu, un problème d'automatisation. Donc, prendre des données extrêmement volumineuses puis les rendre extrêmement légères, c'est un défi technologique. On est parti d'un problème complexe. Pour rendre quelque chose de simple, c'est toujours un processus qui est extrêmement complexe. Donc, ça a été la partie, je pense que de se rendre à la fondation technologique qu'on a aujourd'hui, ça a été notre plus grand défi. Les outils, les fonctionnalités qu'on développe aujourd'hui dans l'application, c'est encore basé sur les projets puis les retours de nos clients. Donc, pour nous, de venir améliorer l'outil, c'est un peu le fruit de tous les efforts qui ont été faits dans le passé pour permettre de rendre ces données-là accessibles aux différents manufacturiers avec lesquels on collabore. OK. Donc, c'était vraiment ça, c'est de démarrer la machine. Ouais, ça a été ben, difficile. exactement. Puis on est une compagnie qui est aujourd'hui supportée par des gros joueurs comme Desjardins Capital, BrightSpark. On a un investisseur du Japon. Donc, aller chercher tout le capital pour être en mesure de bâtir une entreprise technologique sans pour autant être en mesure de tout financer par revenu initialement, ça a été un beau défi d'entrepreneur, disons-le. Quels sont les défis de vos clients lorsqu'ils emménagent officiellement la machinerie basée sur vos plans? Il y a différents défis, je pense, qui demeurent dans la communication et la collaboration. Souvent, notre outil ne vient pas régler tous les problèmes du monde. Je pense qu'on a vraiment aidé les gens à plus facilement visualiser de quoi il était question, plus facilement identifier les erreurs. Par contre, on a décidé de ne pas non plus changer leur façon de faire aujourd'hui. Notre outil est un complément au plan d'implantation qui est encore fait aujourd'hui sur AutoCAD. Donc, on s'est un peu évité des problèmes en leur donnant un outil qui est complémentaire, mais qui ne vient pas enlever leur façon de faire aujourd'hui. On a été extrêmement chanceux d'avoir, de façon grandement majoritaire, des clients qui sont revenus pour des nouveaux projets et des nouvelles usines du même groupe qui sont venues nous voir pour essayer la technologie puis qui l'ont adoptée.
En gardant tout ça simple, on ne peut pas tout régler les problèmes, mais ça nous évite d'avoir justement à frapper plusieurs problèmes où les gens ont des procédures de projets qui sont différentes. Donc, on vient s'imbriquer, mais sans avoir à tasser les autres procédures à l'interne dans leur projet. Donc, j'aime ça quand vous dites que c'est un complément de ce qu'ils ont déjà. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas un changement total au niveau des logiciels. Donc, on va ajouter ce logiciel-là à notre système. Donc, les gens ne sont pas sur le stress de dire, OK, il faut que j'apprenne un nouveau logiciel. Non, ils intègrent ça en plus et là, ils se forment sur cette formation-là qui est quand même assez simple. Ça complémente le travail. On peut se permettre de l'envoyer à l'électricien qui habituellement s'intéresserait uniquement à ces circuits électriques. Mais là, on aurait la chance de lui montrer la ligne telle qu'elle sera, puis d'avoir ses opinions, d'avoir ses commentaires. Ça permet un peu d'ouvrir la discussion en mettant devant les yeux de tout le monde quelque chose qui est en mesure de comprendre en un instant. Alors qu'aujourd'hui, de prendre le temps de vraiment bien analyser un plan 2D, c'est un effort que les gens autour de la table ne feront pas nécessairement. C'est vraiment encourageant. Je veux dire, ça démontre comment ça avance au niveau de la technologie dans les industries. Aussi, vous offrez aussi une alternative aux serveurs grâce au Cloud Processing System. Est-ce que vous avez plusieurs entreprises qui y adhèrent ou il y a encore de la méfiance face aux nuages de données? Je pense que c'est un choix. C'est un choix de travailler avec les outils qui sont à disponibilité aujourd'hui ou de ne pas le faire. Le secteur manufacturier, c'est un secteur qui est quand même réticent souvent au changement. Mais avec l'arrivée de l'industrie 4.0, c'est évident aujourd'hui qu'il y a des bénéfices d'avoir à tirer profit du cloud. Il y a évidemment de l'intérêt d'avoir accès à toute l'information de nos capteurs qui nous sont retravaillés puis retransmis de façon évidente pour savoir qu'est-ce qui se passe sur ma ligne de production. Donc, de plus en plus on évolue vers le cloud, de plus en plus les gens prennent connaissance puis prennent conscience des bénéfices qu'ils n'auront pas accès s'ils ne décident pas d'utiliser le cloud. Évidemment, certains cas d'usage où c'est pas possible, dans certains projets gouvernementaux, dans certaines usines qui font des projets militaires, on a développé notre solution sur une version serveur local. Donc, on peut aussi vendre un serveur local, mais bien évidemment, les coûts sont bien plus élevés. Donc, c'est pas pour le portefeuille de tout le monde. En utilisant le cloud, on a accès à des ressources pratiquement illimitées, donc un temps de traitement qui est beaucoup plus rapide, puis des coûts de traitement qui sont beaucoup moins élevés. C'est vraiment intéressant. C'est vrai qu'au niveau militaire, ils ne peuvent pas se permettre de mettre ça sur un cloud. C'est trop risqué. Là. Quand même, ils avaient beaucoup de barrières, de verrouillage autour du cloud. Est-ce que vous avez un partenaire quelconque pour sécuriser vos clouds ou vous le faites vous-même? C'est comment vous procédez? De la façon que ça fonctionne, une personne qui est en charge de l'infrastructure. Puis la meilleure façon d'éviter des fuites de données, c'est de travailler en sections. Donc, si je vous envoie uniquement 1 mètre cube de mon bureau, vous n'aurez pas vraiment d'informations suffisantes pour être en mesure de le copier. De façon à traiter nos données qui sont extrêmement massives, on prend cette tâche-là extrêmement complexe en un seul bloc, puis on la divise en plusieurs blocs, dans plusieurs canaux séparés. Donc, pour être en mesure de prendre une étape de notre traitement, puis de l'extraire, puis de faire quelque chose avec, ce serait extrêmement complexe. Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire pour optimiser la sécurité. Chacun de nos clients a des besoins différents. Notamment, nous autres, ce qu'on peut faire, c'est de s'assurer que les données sont hébergées dans le pays de notre client. Ça lui donne un certain niveau de sécurité de savoir que c'est sur un serveur qui se trouve dans son pays. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les compétiteurs qui sont plus avancés, eux sont un peu coincés dans un moule qui est trop tard pour changer. En étant une compagnie plus jeune, on a l'opportunité de comprendre les problèmes de nos clients, les insécurités, puis d'arriver avec cette flexibilité-là de façon à ce que, même si on continue d'évoluer dans le temps, on va garder en tête que les gens ils ont besoin d'avoir la possibilité d'héberger chez eux, ils ont besoin d'avoir certains critères de sécurité, puis on va pouvoir adapter notre infrastructure cloud selon leurs besoins. Le fait que c'est dans leur pays, qu'est-ce qui fait en sorte que vous croyez que ça les sécurise? Parce que c'est quand même un cloud, là, je veux dire. C'est quoi qui fait en sorte qu'on peut dire, bon, les frontières permettent au cloud de rester dans ce pays? Bien souvent, c'est étonnamment des contraintes qui sont législatives. Quand on a fait un projet qui sort un peu du manufacturier, mais on est en charge du projet du port de Montréal, donc c'est nous qui avons capturé l'ensemble du modèle 3D du port de Montréal. Évidemment, quand on travaille avec le gouvernement du Canada, on ne va pas lui dire qu'on héberge ses données aux États-Unis. C'est le genre de choses qui sont simplement des standards, des requis. Dans d'autres cas où les gens ils désirent que l'information ne soit pas hébergée sur Internet, on peut aussi uniquement traiter les données sur Internet, mais l'application, notre livrable, peut fonctionner sur un ordinateur sans accès à Internet. Donc, des fois, il y a des compromis qu'on doit faire pour répondre aux besoins, mais c'est vraiment le client qui nous fait part de ses besoins, puis nous, on essaie de s'adapter puis de répondre avec la solution qui répond à ces critères de sélection. Ce n'est pas du ISO dans notre cas, mais voyons-le un peu comme ça.
D'accord. Moi, je suis pas spécialisée dans le cloud ou quoi que ce soit. C'est certain que pour moi, c'est comme un petit peu ambigu quand il s'agit de dire, bon, ils font un cloud qui est limité dans telle région ou tel secteur. Si c'est sur Internet et que, bon, vous aviez bien sécurisé cet aspect-là, les risques que ça sorte du pays sont minimisés parce qu'ils sont sécurisés par la législation canadienne, par exemple? Je vous avouerais que ce serait plus une question pour mon directeur technologique. De ma compréhension, le fait d'héberger les données, nous autres, par exemple, on va utiliser les serveurs d'Amazon, on va utiliser les serveurs de Google. Fait que d'emblée, on utilise des serveurs qui sont d'un grand joueur reconnu, qui est déjà exploité par l'ensemble des joueurs du cloud aujourd'hui. C'est quand même assez très rare les compagnies qui vont créer leur propre serveur, à moins d'être multinationales. Avoir la sécurité d'emblée qui vient de ces grands joueurs-là, on parle pas de Facebook, Non. on parle justement genre de des serveurs faits pour des compagnies comme la nôtre, OK. qui Oui. incluent d'emblée une sécurité puis qui nous permettent justement d'avoir accès à des serveurs un peu partout à travers le monde. D'accord. Là, je comprends. OK. Merci beaucoup d'éclairer C'est ça. ça, ça me fait plaisir. Vous avez un logiciel pour la distanciation sociale due à la COVID. Comment ça fonctionne, ça? Ben, c'est drôle parce que c'est évidemment un peu un spin-off de notre technologie. Nous, lorsqu'on a développé notre outil, on s'est rendu compte de deux choses. Évidemment que les gens ont besoin d'importer des éléments dans leur usine pour voir la nouvelle ligne de production, mais ils ont aussi besoin de réorganiser leur plancher d'usine. Donc, on a développé un outil là, qui permet de facilement, dans le logiciel, encercler une table, encercler un équipement, puis venir le séparer. Vous voyez-le comme un grand bloc Lego. L'usine n'est plus seulement un modèle fixe, mais c'est un modèle qu'on peut modifier. Quand on vient faire des Kaizen en usine, ce qu'on veut faire, c'est de prendre tous les gens de la shop, les mettre dans une salle, puis de leur dire que pensez-vous de ce nouveau layout? Comment on pourrait réorganiser ça pour être plus efficace? Alors, on a développé un outil qui permet de découper les équipements puis de les rendre amovibles. Mais avec cet outil-là, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est pour nous, quand vient le temps de revenir au bureau, il faut qu'on considère la distanciation sociale. Il faut qu'on puisse déplacer les postes de travail. Ce serait que tout le monde est à 2 mètres. Mais on a déjà le logiciel pour le faire. Donc, ce qu'on est venu faire, nous, c'est qu'on a pris notre technologie existante, puis on est venu ajouter 3 fonctionnalités. Donc, la première fonctionnalité, c'était les points d'intérêt. Les points d'intérêt, c'est quoi? C'est toutes les choses que le gouvernement du Québec nous avait obligé de mettre de l'avant. Voici le poste de lavage des mains. Voici les flèches au plancher. Voici les poubelles. Voici le lavabo. C'est des choses qui ont été imposées. Donc, on a fait une petite liste d'éléments, puis on a permis aux gens de les mettre des annotations dans leur espace. La deuxième chose qu'on a fait, c'est les postes de travail. Donc, les gens. On a fait une petite sphère, on vient cliquer sur le poste de travail d'une personne, puis un rayon d'1 mètre autour du poste de travail. Comme ça, on s'assure que quand on a 2 postes de travail à côté de l'autre, avec le rayon d'1 mètre, du moment que les 2 rayons se touchent, on doit déplacer. Avec l'outil de découpe que je vous expliquais, bien, les gens pouvaient couper leur poste de travail virtuellement, les déplacer, puis s'assurer que la distanciation sociale soit faite. Avoir quelque part une validation. Puis la dernière étape qu'on a fait, c'est que puisqu'on utilise la numérisation 3D, on capture la réalité. Donc, on a pris tous les points d'intérêt, les modifications qui ont été faites au poste de travail, puis on a créé un outil qui permet aux usines de générer un plan 2D photoréaliste de leur nouvelle organisation de bureau qu'ils pouvaient partager non seulement à l'interne, mais le jour où viendra l'inspecteur de la CSST, on pourra aussi lui montrer qu'on a fait le travail de réorganisation de nos espaces, puis qu'on respecte la distanciation sociale, puis qu'on a mis en place des pratiques. Donc, c'était vraiment ça l'idée de prendre la technologie puis venir aider les gens dans différents secteurs pour repenser leur espace puis mieux le communiquer à l'interne sans avoir l'expertise préalable pour le faire. Oui, parce qu'au fond, vous ouvrez des portes parce qu'il y a des bureaux qui auront besoin de ça. Je dis, ça peut pas juste être le manufacturing. Donc, c'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est que oui, on le fait surtout en manufacturing parce que c'est votre spécialité, mais si des gens ils s'intéressent à s'utiliser ce logiciel-là pour leur bureau, ça aussi, c'est possible. Ça aussi, c'est faisable. Donc, Absolument. Puis surtout quand on parle de des projets en bureau, par exemple, des grandes surfaces, des magasins, ben, on n'a plus besoin de se baser uniquement sur les technologies les plus haut de gamme. On n'a plus besoin de la précision nécessaire pour faire du millimètre de précision. Donc, ça nous permet d'arriver avec des coûts qui sont beaucoup plus intéressants. Puis ça ouvre la porte à différents marchés, effectivement. ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, des centres d'achat comme le Walmart ou tous les autres endroits où est-ce que la distanciation sociale est importante. C'est un bon point, c'est vraiment intéressant. En tant qu'entreprise, comment avez-vous vécu la pandémie? Évidemment, pour nous, ceux qui avaient déjà été de l'avant, ils ont été très contents d'avoir accès au logiciel parce qu'à quelque part, on amène l'usine sur l'ordinateur, puis ça permet aux ingénieurs de continuer leur projet. On a eu aussi une très belle visibilité du point de vue de notre outil de réorganisation d'espace. On a une super belle couverture médiatique à ce niveau-là. Au niveau d'entreprise, réellement, j'étais en train de débuter une ronde de financement juste avant la crise.
Puis lorsque les investisseurs arrivent dans une période de crise économique, ou du moins crise sanitaire, mais qui souvent mène à une crise économique, tout le monde met les freins. On a eu de la chance d'avoir quelque chose qui est rendu une évidence pour l'avenir, d'avoir accès à distance à ces environnements, faciliter le travail à distance. Donc, notre compte de financement s'est bien passé. De mon côté, ben, plutôt que de continuer de travailler avec nos clients, faire du développement des affaires, ça ne servait à rien d'être au bureau puis de parler avec nos gens. Ils étaient rendus à la maison. On a été en mesure de plutôt concentrer nos énergies sur la fondation technologique, continuer d'améliorer l'outil, continuer d'améliorer les algorithmes. Puis, de mon côté, comme administrateur, ben, je me concentrer sur l'aspect légal, financier de l'entreprise. C'est vraiment l'aspect financier qui a été un enjeu, les clients qui sont rentrés chez eux. Au niveau de votre bureau à vous, la distanciation sociale, elle se fait facilement, j'imagine. Vous avez porté masque, mettre le gel. Oui, mais c'est ça. La beauté d'une start-up, c'est qu'on est ambitieux. Donc, on est peu d'employés relativement à où est-ce qu'on va être l'année prochaine. Donc, on a la chance d'avoir un super grand bureau où ça a été facile pour nous de réorganiser l'espace. Parce qu'on a de la place de croissance pour les 24 prochains mois. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, avec 16 personnes, on a de la place pour mettre 40 personnes. Ça n'a pas été vraiment un défi de réorganiser l'espace. Puis des ingénieurs logiciels, on a de la chance d'avoir des ingénieurs en France aujourd'hui. C'est drôlement bien adapté au travail à distance. Ils ont déjà tous les outils en ligne pour faire de la collaboration sur leur projet de développement. Puis, on a déjà tous les outils bureautiques en place pour se parler à distance, comme on le fait sur Zoom en ce moment. Ça m'arrive souvent de faire des Zooms ces temps-ci. C'est un avantage de ces logiciels-là. Que prévoyez-vous pour les prochains projets de développement de logiciels? Actuellement, nous autres, on travaille étroitement avec les compagnies de scan 3D. Donc, plutôt que d'avoir à bâtir une équipe de vente à l'interne, on essaie plutôt de travailler avec les partenaires pour eux leur permettre d'avoir accès à des nouveaux marchés. On ouvre à quelque part la porte à tellement de nouvelles applications qu'on n'a pas de réponse à tout. Donc, en travaillant étroitement avec les grands joueurs de scan 3D, en leur démontrant que leurs données qui sont aujourd'hui très niches pour un certain cas d'usage, qu'on peut les rendre accessibles à tout le monde, ben c'est avec eux qu'on bâtit nos relations d'affaires de façon à ce que le jour où notre produit est prêt pour attaquer le grand marché, ben qu'on atteigne déjà 100 000 utilisateurs dès le premier jour. C'est le genre de choses qu'on essaie de faire de façon à éviter d'avoir ce défi constant dans les entreprises en démarrage, d'aller chercher un utilisateur, 3 utilisateurs, 10 utilisateurs. On essaie de travailler avec les gros joueurs de manière à déjà avoir accès aux usines manufacturières partout à travers le monde, puisque tous ceux qui sont dans ce marché-là, dans le scan 3D, ben, ils ont déjà un réseau de contacts. Dans la vie, le plus dur, c'est d'avoir des contacts humains, de réussir à parler à quelqu'un. On ne va pas convaincre quelqu'un uniquement avec une vidéo. On va le convaincre en lui parlant. Ben, nous, si on est capable de bien expliquer ce qu'on fait, bien communiquer ce qu'on fait à un réseau de gens avec le capteur 3D, leur offrir une opportunité d'aller vendre pour autre chose, ben, ça nous permet d'avoir une croissance beaucoup plus rapide que de le faire nous-mêmes avec un vendeur, un deuxième, un troisième, etc. Vous regardez au niveau manufacturier, B2B. Mais si c'était un B2C, par exemple, un paysagiste qui vient puis il dit, bon, ben, regarde, je vais scanner avec mon 3D, puis à partir de là, je vais le monter sur écran, puis je vais pouvoir l'installer. Est-ce qu'il y a des logiciels qui existent comme ça? C'est quelque chose que vous pouvez considérer à la longue? C'est définitivement un avenue qu'on va considérer plus tard. Notamment, actuellement, j'ai un ingénieur qui travaille avec le nouveau iPad. Le nouveau iPad, il inclut un capteur 3D dedans. Les applications B2C, c'est un défi beaucoup plus grand en tant qu'entreprise parce qu'on ne peut pas savoir tout ce que les gens ont besoin de façon générale. Tu sais, je vous parlais dans l'industrie manufacturière, moi, j'ai réglé mon problème d'ingénieur mécanique, mais en fait, j'ai réglé mon problème d'ingénieur mécanique. Si je pense uniquement à l'industrie manufacturière, peut-être que les personnes en charge de la santé et sécurité auraient bien de l'intérêt à pouvoir faire des visites des secteurs dangereux dans l'usine sans avoir à y aller réellement. Fait qu'on a beaucoup de croissance à l'horizontale dans le secteur manufacturier avant d'aller dans le B2C. Le défi est beaucoup plus grand parce que si la force du nombre n'est pas une option, c'est une obligation. C'est ça, c'est vrai. Oui. Puis on a beaucoup moins d'intérêt à offrir à tous quelque chose qui fait de quoi de presque bien, plutôt que de travailler vraiment étroitement avec nos clients actuels, bâtir une solution qui leur répond vraiment à leurs problèmes, qui leur apporte vraiment beaucoup de valeur, puis ensuite de partager cette application-là. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est un nombre. Combien en particulier, c'est du nombre. Il faut que ça soit rentable. À quelque part, autant pour moi, dans le temps que j'y consacre, que mon équipe dans le temps qu'on y consacre, nos chances de succès sont beaucoup plus grandes si on se concentre que si on s'éparpille. D'attaquer le secteur B2C, ça aurait été une décision à prendre au début, mais pas où est-ce qu'on est rendu dans l'aventure. Ça éclaircit aussi cet aspect-là, parce que je trouvais ça intéressant. Je me dis, si quelqu'un, par exemple, il achète sa maison, puis il veut scanner sa maison, puis savoir où est-ce qu'il va aménager ses meubles, ou faire son jardin, je dis, ou un paysagiste, ou des architectes. Donc, tout ça, ça peut être vraiment un bel avantage aussi dans leur travail. Là.
On l'a fait pour notre bureau. On va pas se le cacher. Ouais. Quand j'ai loué le local en décembre, je suis venu, j'ai scanné, puis j'ai tout réorganisé en 3D avec mon logiciel pour essayer de figurer comment j'allais faire mon layout. Mais non. On y a tous pensé d'avoir quelque part la bibliothèque des derniers meubles IKEA qu'on peut placer dans notre salon. Mais d'un point de vue business, c'est quelque chose qui est difficilement justifiable où on est rendu dans l'aventure. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. C'est très enrichissant. Si moindrement, la compagnie va vous communiquer, ils vont sur le site Internet puis ils peuvent vous rejoindre, c'est ça? Absolument, mais ils peuvent même essayer le logiciel sans avoir à nous contacter. Ils peuvent l'essayer directement par l'entremise du site web, donc je vous invite à le faire. Autrement, je suis très facilement rejoignable par le site web, puis ça va me faire plaisir de faire une petite présentation en temps réel qui veut bien Avoir exactement. l'information. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup, M. Morancy. C'est très Merci apprécié. beaucoup. Puis je vous souhaite un beau succès. Merci. Pour communiquer avec l'entreprise Prévu 3D, nous vous invitons à visiter leur site Internet à www.prevu3d.com. Toven International est une firme de recrutement d'ingénieurs manufacturiers et de technologie. N'hésitez pas à nous communiquer pour plus d'informations par notre site Internet www.toveninternational.com ou par courriel à info@toveninternational.com. Nous sommes là pour vous soutenir.